Bienvenue à ce webinaire qui prévoit organiser dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle et co-organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse, en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Donc, bienvenue à l'ensemble des personnes qui se sont connectées. Dans le cadre de ce webinaire, il est prévu de connaître les différents dispositifs de financement de formation. Nous allons traiter des différents dispositifs de financement et in fine du conseil en évolution professionnelle, et ce pendant 45 minutes. Au terme de ces 45 minutes, vous pourriez vous poser vos questions et on tâchera d'y répondre. Merci. Donc, ici, on a finalement les leviers inhérents au projet d'évolution de reconversion professionnelle d'un salarié, soit par des financements qui sont prévus, y compris à l'initiative de l'employeur, dans le cadre d'un plan de développement de compétences, ou de dotations volontaires, droits supplémentaires, on verra plus précisément de quoi il s'agit, soit par le biais du Fonds national emploi-formation, soit par le biais des transitions collectives. Donc, il y a un nouveau dispositif et qu'on aura l'occasion d'évoquer plus tardivement. Nous avons aussi, pour le coup, des contrats qui sont mutualisés dans le cadre d'un accord avec l'employeur et le salarié, relatif, pour le coup, au contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou le dispositif POA qui est aussi récent. Et enfin, à l'initiative du salarié, nous avons le compte personnel de formation et ses abondements, le projet de transition professionnelle qui remplace le congé individuel de formation, le dispositif démissionnaire dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ou d'une reprise ou création d'entreprise, un bilan de compétences, y compris à l'initiative soit du salarié ou de l'employeur. Tout ce qui est VAE, validité d'acquis d'expérience, donc validité d'acquis professionnels ou des validités d'études supérieures. La certification CLEA, qui généralement s'adresse pour le coup à des gens dont le niveau de qualification est bas, donc à ce qu'on pourrait appeler de façon plus globale les BMQ, leur permettre effectivement d'accéder à des diplômes de qualification supérieure. Et enfin, la sollicitation du conseil en évolution professionnelle pour travailler sur un projet de transition professionnelle ou une reconversion ou une création ou reprise d'entreprise. Donc, ici, si vous voulez, j'ai essayé de détailler les différents plans et dotations concernant à l'initiative de l'employeur. En l'occurrence, le plan de développement de compétences qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et selon un plan de formation donc à l'initiative de l'employeur et qui permet bien évidemment la professionnalisation des salariés avec l'appel des OPCO, donc des opérateurs de compétences. En l'occurrence, il y en a 11 pour effectivement permettre, si vous voulez, le financement de ces formations. Nous avons par ailleurs des dotations volontaires ou des droits supplémentaires. Donc, ces dotations volontaires sont effectivement à l'appréciation du chef d'entreprise, permettant aux salariés de se former, ou des droits supplémentaires selon des accords collectifs, y compris de branche. Ensuite, nous avons le dispositif, le Fonds national emploi-formation. Donc, c'est un dispositif qui est dédié à la formation des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Et ce dispositif a été longuement mobilisé au cours de la crise sanitaire que nous avons traversée, permettant ainsi aux salariés de pouvoir se former. Enfin, nous avons le dispositif transition collective, voilà, donc qui est un dispositif qui est assez récent, donc qui a été mis en vigueur en 2021
et qui permettent effectivement à des salariés dont les emplois seraient menacés en entreprise de pouvoir bénéficier de plans de formation, de professionnalisation, et notamment en lien avec des métiers en tension. Voilà, donc bien évidemment, dans le cadre de ces, comment dirais-je, de ces fonds qui sont sollicités, on a les OPCO qui viennent pour le coup appuyer la possibilité de financer ou accompagner, voire conseiller, donc soit financer dans le cadre de contrats en alternance, bon, ce qu'on pourrait donc identifier comme les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, le PROA, y compris le plan de développement de compétences à destination des entreprises qui ont moins de 50 salariés. Ensuite, la mission, donc accompagner les OPCO pour effectivement accompagner TPE, PME dans le développement de leurs compétences pour favoriser l'information et l'accès des salariés à la formation professionnelle et accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle par rapport à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, selon aussi la définition des besoins en termes de développement de produits, de concepts ou de services. Enfin, donc conseiller les branches professionnelles de façon à les appuyer dans la construction des référentiels de certification professionnelle et enrichir le répertoire national des compétences professionnelles, permettre d'établir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et déterminer les niveaux de prise en charge de ces contrats d'apprentissage notamment et de professionnalisation. Donc, quand on revient un petit peu sur le plan de développement des compétences, donc, qui remplace le plan de formation, hein, voilà, donc on a l'ensemble des actions de formation qui sont retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, quelle que soit l'ancienneté finalement des collaborateurs ou des salariés en entreprise. Donc, on a un panel de formation dites obligatoires et non obligatoires. On a des bilans de compétences, des validités d'acquis d'expérience, des actions de lutte contre l'illettrisme, voire ce fameux dispositif CLEA à destination des personnes qui finalement n'ont aucune qualification reconnue. Ensuite, peuvent être suivies aussi des formations en situation de travail, bon, par rapport au dispositif AFEST qui est assez récent et qui est une action de formation en situation de travail, ni plus ni moins, en présentiel ou en tout ou partie à distance, en externe par un organisme de formation, soit sur son temps de travail ou hors temps de travail avec accord écrit du salarié. Nous avons aussi, donc pour le coup, dans le cadre de ce plan de développement de compétences, c'est quand même l'avantage de pouvoir conserver son statut de salarié et continuer à être rémunéré, sauf bien évidemment si la formation est hors temps de travail, et bien évidemment de conserver sa protection sociale habituelle. Enfin, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un plan de financement de par leur plan, par les OPCO, les opérateurs de compétences ayant des enveloppes par finalement la cotisation, les différents types de cotisations qui peuvent exister au travers des entreprises pour financer ces plans de formation, voire pouvoir les abonder. Alors, après, on a le plan de développement de compétences et on a aussi tout ce qui est dotation volontaire de l'employeur sur le compte personnel de formation, donc le CPF d'un salarié. Donc, le CPF, pour tout un chacun, a remplacé le DIF au fur et à mesure depuis 2015. Et aujourd'hui, il est identifié en tant que tel comme mobilisation d'un capital pour financer aussi ces formations ou pouvoir abonder des formations en lien aussi avec les employeurs. Alors ici, l'objectif de la dotation volontaire de l'employeur, c'est effectivement de participer financièrement à un projet de formation initié par l'un des salariés et inciter les salariés aussi à se former au regard de toutes les mutations économiques, sociales, technologiques auxquelles sont confrontées aujourd'hui les entreprises.
Donc, il y a un versement du montant du choix non soumis au plafond des droits CPF qui désormais sont de 5 000 €, voire 8 000 €. Donc, notamment 8 000 € pour les personnes qui n'auraient pas un niveau de qualification dit suffisant. Les 5 000 € se répartissent désormais sur la base de 500 € par an et ce sur 10 ans. Après, vous êtes inscrit et habilité à la plateforme Net Entreprise lorsque voilà, vous êtes une entreprise. Donc, pour le coup, vous avez accès à un espace des employeurs et des financeurs. Vous pouvez identifier le ou les salariés et donc sélectionner dans un menu déroulant les dotations volontaires et indiquer le montant que vous voulez verser pour abonder le compte formation du salarié. Donc, l'entreprise est tenue de réaliser le paiement par virement bancaire à la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, de toute façon, c'est elle qui gère, si vous voulez, tous les fonds, quasiment de formation, par le CPF ou autre, et être informé par email et une notification que le paiement a bien été reçu. Le salarié donc concerné ou les salariés concernés sont également informés par email de l'alimentation des comptes. Donc, le salarié peut également faire la demande lors de la validation de son dossier de formation sur son compte CPF, c'est-à-dire qu'il peut effectivement, pour le coup, initier une demande de formation et solliciter son employeur pour lui compléter son compte de formation si nécessaire et si besoin dans le cadre d'un besoin spécifique en entreprise. Et donc, la matérialisation de cette demande se réalise via un PDF téléchargeable présentant le projet de formation, le montant du reste à charge et également la démarche pour réaliser l'abondement volontaire. Donc ça, c'est effectivement une dotation volontaire de l'employeur et il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'employeurs qui seraient enclins à le faire aujourd'hui. Ensuite, on a tout ce qui est donc comme source de financement encore possible, le FNE Formation, donc le Fonds National Emploi Formation. Pour le coup, concerne l'ensemble des entreprises ayant des salariés placés notamment en activité partielle, droit commun ou longue durée, ou en difficulté, selon donc ce fameux article qui définit effectivement les modalités de mise en œuvre et à travers l'identification des difficultés. Donc, ce FNE, finalement, il concerne l'ensemble des salariés, à l'exception des salariés en alternance, des salariés pour lesquels est notifiée une rupture de contrat de travail ou des salariés concernés par un départ à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ici, l'État, bien évidemment, prend en charge les coûts pédagogiques en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà, donc on a des activités partielles pour des entreprises donc, de moins de 100 salariés. Donc ici, on va avoir 100% pour les activités partielles pour les entreprises de moins de 300 salariés. Quand il s'agit d'une activité partielle de longue durée, donc ça peut être de l'ordre de 100% aussi, les entreprises en difficulté, liées notamment à la crise du Covid, ont une prise en charge de même niveau, en l'occurrence 100%. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, donc voilà, on a les montants qui s'affichent, 70%, 80%, voire 70%. Et pour plus de 1000 salariés, donc, on a effectivement aussi les montants de prise en charge qui s'affichent. Donc, ensuite, on a en fait le dispositif transition collective, donc le Transco, depuis le 15 janvier 2021. Donc, ce dispositif, en fait, concerne les entreprises en mutation sectorielle ou à une baisse d'activité durable, ou éventuellement besoin de recrutement sur des métiers porteurs. Les métiers porteurs, en fait, c'est tout ce qui est transition écologique, numérique, santé, soins, etc. Généralement, dans chaque région, il y a un CREFOP qui s'organise pour identifier, selon les bassins d'emploi, les métiers en tension et permet effectivement d'identifier ces métiers porteurs
pour qu'effectivement en face, quand il y a une instruction de projet de transition professionnelle et de formation, eh bien, il y a un avis favorable concernant la demande. Donc, les critères d'éligibilité identiques au projet de transition professionnelle pour les salariés et les intérimaires, à l'exception des intermittents. Donc, ce dispositif aussi permet, donc sur la base du volontariat, à un salarié de pouvoir suivre une formation certifiante, donc inscrite au RNCP, donc au répertoire national des compétences professionnelles ou au répertoire spécifique, un ou des blocs de compétences d'une certification, pareil par rapport à, donc à ces deux nomenclatures, et une validation d'acquis de l'expérience financée par Transition Pro. Bon, il y a eu des financements de l'ordre de 2 000 €, y compris pendant cette crise sanitaire, pour permettre finalement à un salarié de pouvoir bénéficier d'une VAE. La formation, elle peut aller jusqu'à 24 mois ou 2400 heures pour pouvoir se reconvertir vers un métier porteur localement. Et la rémunération, elle est versée à 100% par Transition Pro, donc, donc pour le coup, gère, si vous voulez aussi, par sa partie financière, le dispositif. Généralement, le dispositif est tenu sous-tend plutôt une gestion des emplois prévisionnels à l'intérieur de l'entreprise, l'identification des métiers qui seraient fragilisés et une offre et une proposition de formation pour éviter d'abord un licenciement économique et pour permettre aussi aux salariés de pouvoir monter en compétences et voire retrouver un emploi très rapidement. Donc, sont concernés les OPCO dans la construction effectivement du parcours, le conseil en évolution professionnelle qui est sollicité dans le cadre de la réalisation du projet de transition professionnelle qui va pour le coup transmettre le dossier à Transition Pro, donc l'organisme en l'occurrence, à travers une commission paritaire interrégionale, va instruire, valider le financement du parcours de formation. Bien évidemment, en termes donc, de ce parcours, se dessine pour le coup la reconversion avec les propositions d'offres d'emploi ou de services inhérents à la formation qui a été attestée à terme. Alors ici, nous allons passer donc pour le coup sur donc tout ce qui pourrait relever, si vous voulez, de sources de financement concernant, donc on a vu dans un premier temps tout ce qui relève de l'entreprise et là finalement, tout ce qui va relever d'un commun accord entre finalement le chef d'entreprise, le futur salarié ou l'alternant et donc les différents organismes selon donc, le type de formation toujours enregistré au RNCP, reconnu éventuellement convention collective nationale de branche ou en ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. Le public visé, pour le coup, dans le cadre de ce contrat de professionnalisation, donc ce sont les jeunes de 16 à 25 ans révolus de formation initiale, des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, des bénéficiaires de minima sociaux dans le RSA, la SS ou la AH, ou certains ayant déjà, dans un premier temps, bénéficié d'un contrat d'insertion et dans la poursuite donc, de cette professionnalisation peuvent bénéficier effectivement d'un contrat. La durée, elle est variable, hein, donc entre 6 à 12 mois, 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale du statut de la durée de la formation envisagée. Bon, elle se calcule aussi en référence à la durée du contrat, bon, selon les différents modes de calcul que l'on retrouve un peu plus bas sur le PowerPoint. Donc, en termes d'aide et de financement, on a soit l'opérateur de compétences qui peut effectivement financer des actions de formation, une partie de la rémunération selon l'âge de l'alternant et le niveau de la certification visée. On peut aussi bénéficier d'une aide de 2 000 € à l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat pro, s'il a plus de 26 ans ou plus de 45 ans.
On a actuellement des aides de 5 000 € à l'embauche d'un jeune, en l'occurrence moins de 18 ans, et finalement une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un jeune entre 18 et 30 ans, notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Plutôt ici de professionnalisation, mais on le retrouve aussi dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, plusieurs types de contrats, en l'occurrence, donc on a vu le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage aussi, donc par rapport au public visé, donc là, on voit que ce sont des jeunes de 16 à 29 ans. On a aujourd'hui des dérogations d'âge, donc après 29 ans révolus, selon que l'on soit travailleur handicapé reconnu, créateur ou repreneur d'entreprise dépendant de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre, et les sportifs de haut niveau. Les formations, en fait, elles ratissent quand même, elles balayent, si vous voulez, quelque peu des niveaux de qualification de type CAP, Bac Pro, brevet professionnel avec une mention complémentaire, des diplômes de l'enseignement supérieur, donc de BTS à master, et des titres enregistrés au RNCP, voilà. Et notamment, ce sont les titres professionnels qui relèvent du ministère de l'Emploi, que l'on peut tout à fait aller, pour le coup, identifier, soit au niveau du ministère de l'Emploi ou alors à travers France Compétences avec les différentes nomenclatures mises en ligne par rapport à des métiers cibles. La durée du contrat d'apprentissage, pour le coup, elle est variable, selon, pour le coup, le niveau de formation ou le diplôme visé, en l'occurrence variable de 6 à 36 mois. Le temps de travail identique à celui des autres salariés, c'est-à-dire sur la base de 35 heures semaine, ou selon les conventions collectives aussi par filière. Les 5 jours de congé examen rémunérés. La durée de la formation se calcule en référence à la durée du contrat et la durée minimum de 400 heures, cela doit représenter au minimum 25% du contrat. Donc là, concernant le financement et les aides, donc on va avoir effectivement le même type de financement et d'aide que celle que l'on a pu identifier dans le cadre du contrat de professionnalisation. Ici, en fait, on a le PROA, donc le dispositif PROA, donc un dispositif qui est récent, qui permet aux salariés de changer de métier ou de profession. Donc le PROA donc s'adresse donc à des salariés en CDI, des salariés en CUI, donc contrat unique d'insertion en CDI, des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD, ou des salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau de licence. Donc, toujours sur le même principe concernant les formations, on va avoir un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des compétences professionnelles, voire un certificat de qualification professionnelle, soit une qualification reconnue dans la classification d'une convention collective nationale de branche. Donc ici, on a les différentes durées, donc en l'occurrence de 6 à 12 mois étendues pour les jeunes, donc de moins de 25 ans, qui révolus, ont suivi un deuxième cycle de l'enseignement secondaire non validé et non titulaire d'un diplôme de l'enseignement technique ou professionnel. Pour d'autres types de publics ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige selon la convention de branche, en l'occurrence donc 24 mois. Là encore, en termes de financement, on va pouvoir s'appuyer sur l'OPCO, voilà, ou les branches concernées par rapport à des demandes plus spécifiques qui ciblent effectivement l'acquisition de compétences professionnelles en lien avec les besoins de l'entreprise. Donc, ensuite, donc, nous allons voir effectivement les possibilités qui sont destinées à l'initiative du salarié. Donc, après avoir vu l'employeur, après avoir vu pour le coup les éléments en lien avec les employeurs et les salariés, on peut avoir des sources de financement à l'initiative du salarié. Donc, le compte personnel de formation et ses abondements. L'abondement lié par les dispositifs, donc mobilisation des points du compte professionnel de prévention,
par rapport à des métiers qui présentent des risques professionnels, ce qu'on appelle le C2P, les abondements accidents du travail, AT, maladies professionnelles, et ensuite aussi la possibilité de mobiliser le compte d'engagement citoyen, donc qui est destiné aux bénévoles, maîtres d'apprentissage, aux volontaires tout simplement, qui peuvent effectivement capitaliser une certaine somme qui va pouvoir pour le coup, après donc fourniture d'attestation, etc., permettre la capitalisation de ce compte. Nous avons des dotations employeurs, donc des dotations volontaires, on les a vues tout à l'heure, ou obligatoires pour les salariés aussi licenciés. Des droits correctifs, donc c'est une obligation applicable depuis le 30 juin 2021, notamment en ce qui concerne les entreprises qui soit n'auraient pas fait présenter un cycle de formation ou ne pas avoir donc pour le coup mis en place les entretiens professionnels qui sont obligatoires tous les 2 ans. Et des droits supplémentaires, donc l'on a vu aussi précédemment. Donc, on a des abondements de co-construction, et là, pour le coup, on peut avoir sur instruction abondement Pôle emploi. Bon, alors là, pour le coup, c'est notamment par rapport à des bénéficiaires du Pôle emploi. On peut avoir aussi des abondements automatisés, pardon, par rapport à des abondements région, voilà, ou des OPCO à la fois, et des rubriques aide au financement selon le type de projet, le type de formation, etc. Donc, on va aller un petit peu à la pêche à toutes ces sources de financement pour avoir donc un dossier voilà, qui puisse être pour le coup financé totalement. Donc, en ce qui concerne ce compte personnel de formation, ben, à partir du moment où on entre dans la vie active, il est forcément alimenté. Donc, pour les salariés de droit privé, en l'occurrence à hauteur de 500 € par an, et donc voire 800 € par an par rapport à bon, ce qu'on pourrait appeler des bas niveaux de qualification, c'est-à-dire des personnes qui ont un niveau infra-CAP ou des salariés en situation de handicap. On peut avoir des travailleurs non salariés. Donc, les travailleurs non salariés aujourd'hui, donc les travailleurs indépendants, etc., donc cotisent depuis novembre 2020 au compte personnel de formation, donc à hauteur de 500 € par an, tout en sachant que dans le cadre d'un plan de formation, ils peuvent effectivement financer une formation via le compte personnel de formation et le fonds d'action de formation auquel il cotise au regard de son métier, s'il est profession libérale, artisan, commerçant, etc. Et enfin, on a les agents publics, fonctionnaires ou contractuels qui en fait génèrent toujours 25 heures par an, voire 50 heures par an, donc selon leur niveau, la catégorie, s'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, etc. Ce que l'on peut dire sur la formation et les dispositifs qui sont possibles, donc on les a un peu identifiés en début de webinaire, en l'occurrence, c'est-à-dire les formations certifiantes et qualifiantes, donc notamment celles qui sont inscrites au RNCP et registre spécial, voilà, de façon spécifique, de façon à ce que effectivement ces formations-là, soit elles sont diplômantes dans la totalité du cursus, ou modulaires, juste pour arriver petit à petit à acquérir donc un diplôme. Voilà. La validation des blocs de compétences, donc c'est ce qu'on vient aussi d'énoncer. Le bilan de compétences, c'est-à-dire qu'avec mon compte personnel de formation, si je veux aussi bénéficier d'un bilan de compétences, je peux effectivement donc à la source financer ce bilan. Le CLEA, donc c'est un dispositif, bon, on l'a vu tout à l'heure, par rapport au bas niveau de qualification pour leur permettre effectivement et de monter en compétences et d'avoir pour le coup une qualification. Création, reprise d'entreprise aussi, donc par rapport aux personnes qui voudraient soit créer, soit reprendre une entreprise, donc pour le coup suivre une formation gestion d'entreprise et autres.
Ces formations qui sont liées également à des missions de bénévolat. Le permis B ou poids lourd, donc il peut être financé par son CPF, et la VAE, donc les validations des acquis de l'expérience. Donc ensuite, on arrive, une fois qu'on a identifié un petit peu toutes ces possibilités-là de sources de financement, on a effectivement le projet de transition professionnelle, notamment par rapport à des personnes qui voudraient soit se reconvertir, tout en ayant la sécurité de rester salarié. Donc, il peut mobiliser un PTP. Bon, pour celles et ceux qui connaissent, c'est l'ancien congé individuel de formation avec l'accord éventuel de son entreprise pour avoir un congé formation. Donc ici, ce PTP, bien sûr, voilà, sont éligibles, pardon. Donc, les personnes qui sont en CDI, CDD intermittent ou intérimaires, celles ou ceux qui souhaitent changer de métier ou de profession, celles ou ceux qui souhaitent effectivement, pour le coup, suivre une formation certifiante, éligible bien évidemment au CPF, parce que pour l'heure, par exemple, on a tout ce qui est DU qui n'est pas encore éligible au compte personnel de formation. Le CPF est entièrement mobilisé sur temps de travail ou hors temps de travail. Et bien évidemment, ce projet de transition professionnelle, il est soumis à une instruction par un conseiller en évolution professionnelle. Et pour le traduire auprès d'un transition pro en région, pour identifier l'opportunité de la démarche, la cohérence du projet professionnel et les possibles financements qui vont, pour le coup, permettre dans la commission paritaire interrégionale de valider la demande. Le financement de la formation donc, se traduit par une prise en charge des frais pédagogiques par Transition Pro. Bien sûr, il y a un plafond, en l'occurrence 1200 heures ou un an. Des prises en charge de frais annexes si on est en situation de temps de travail et formation en présentiel, et une prise en charge des stages en dehors de l'entreprise où le bénéficiaire travaille. On a une rémunération pendant la formation, selon la prise en charge de la rémunération, selon le salaire du bénéficiaire, quelle que soit la durée de la formation. Alors, en ce qui concerne la demande, vous avez par exemple un projet de transition professionnelle. Vous souhaitez donc, selon pour le coup votre antériorité dans l'entreprise, bénéficier d'un projet de transition professionnelle. Donc, il s'agira de faire une demande à l'employeur pour vous permettre d'aller en formation. L'employeur peut refuser une fois. Donc, soit l'employeur ne répond pas au terme des 30 jours écoulés, cela signifie qu'il a accepté votre demande, soit il ne valide pas votre demande, donc il refuse votre demande, et pour le coup, vous avez un délai de 9 mois pour réitérer votre demande, et à ce moment-là, l'employeur ne s'y opposera pas. Et bien évidemment, vous restez pour le coup salarié de l'entreprise. Ensuite, si vous voulez, on a le dispositif démissionnaire. Donc, c'est pareil, vous pouvez mobiliser le dispositif démissionnaire si vous avez plus de 5 ans dans une ou plusieurs entreprises sans interruption aucune, en l'occurrence en week-end. Et à partir de là, vous pouvez effectivement penser à vous reconvertir ou créer ou reprendre une entreprise. Et donc, ce dispositif-là vous permet pour le coup d'instruire une demande, toujours en passant par le conseil en évolution professionnelle, puis le passage en commission paritaire interrégionale via Transition Pro. Et en même temps, si vous voulez, vous avez donc cette possibilité-là de pouvoir, au terme, en tout cas si votre dossier a été retenu dans le cadre de cette commission paritaire interrégionale, bénéficier, pouvoir démissionner, ensuite vous inscrire à Pôle emploi et bénéficier d'allocations de retour à l'emploi, tout en sachant que, bon, selon les régions, mais enfin, il y a 6 mois, vous avez 6 mois à la suite de votre inscription à Pôle emploi, éventuellement pour créer ou reprendre une entreprise, c'est-à-dire avoir un numéro SIRET
liées à donc, la création de l'activité. Ici, on a donc les éligibilités par rapport à ce dispositif démissionnaire, c'est-à-dire 5 ans d'activité continue, un CDI à temps complet ou partiel, et il faut que ce soit effectivement un employeur privé. Donc, en fait, il ne faut pas avoir démarré la formation ni avoir créé ou repris son entreprise avant d'avoir obligatoirement un conseiller en évolution professionnelle avec qui un dossier est constitué. Le dossier dématérialisé, donc le conseiller en évolution professionnelle vous accompagne pour enrichir l'espace personnel de transition pro. Donc, la commission de transition pro, après, se prononce uniquement sur le caractère réel et sérieux du projet. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans le cadre, donc, quand il s'agit éventuellement d'un projet pour le coup de transition, enfin de reconversion professionnelle, il faut qu'il y ait une cohérence entre donc, les expériences, le projet et bien évidemment les offres d'emploi sur la région ou la micro-région, voilà, ça c'est aussi important. Donc il faut qu'il y ait une cohérence au niveau du projet, enfin de la personne, du projet et pour le coup de l'environnement économique. Et aussi, en cas d'accord, le collaborateur démissionne et s'inscrit. Bon, à Pôle emploi, ça on l'a vu, mais il faut effectivement noter le caractère réel et sérieux du projet pour que celui-ci soit validé en commission paritaire interrégionale. Donc, avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous êtes amené à travailler l'éligibilité, choix du dispositif, la pertinence du parcours de formation au préalable enrichi ou validé par un bilan de compétences ou identifié, mais juste d'avoir effectivement une cohérence du projet, de s'assurer du financement de la formation, et bien évidemment, si vous faites une formation, de l'après-formation en lien avec les perspectives d'emploi sur votre bassin d'emploi ou par ailleurs, si vous êtes amené effectivement à déménager. Donc du coup, une fois que on a sollicité le dispositif démissionnaire et que l'on est forcément, que le dossier a été validé en commission paritaire régionale, on démissionne, on s'inscrit à Pôle emploi et on s'attelle finalement à un positionnement, enfin à une formation, voire un positionnement en emploi, voire une création ou reprise d'entreprise. Donc, sur le bilan de compétences aussi, on va avoir donc tout ce qui est bilan de compétences, VAE, donc validité d'acquis d'expérience, la validité d'acquis professionnels, la validité d'études supérieures ou le CLEA. Donc, en fait, ici, à travers tous ces éléments-là, voilà, donc de validité pour le coup, aussi et de professionnalisation, on a des financements possibles de l'ordre donc du CPF qui peuvent être complétés par des abondements et des dotations, voire du financement personnel, soit solliciter un plan de développement des compétences, y compris en sollicitant les OPCO, et le financement donc national emploi formation. Voilà. Donc en fait, si on a des éléments qui permettent effectivement d'avoir pour le coup tous les dispositifs auxquels on peut faire appel concernant l'évolution, son évolution professionnelle. Bon, je rappelle que quand même, ce sont des émanations de la loi 2018, choisir son avenir professionnel, et tous les salariés aujourd'hui sont tenus quand même d'identifier donc tous ces dispositifs pour leur permettre d'évoluer au mieux. Donc, en fait, on a abordé un petit peu tous ces éléments-là et juste, voilà, donc on va dire un petit peu bon, ce qu'il en est du conseil en évolution professionnelle, puisque c'est quand même un acteur incontournable dans le cadre de la mobilisation quand on est salarié de dispositifs de transition professionnelle, de création d'entreprise, reprise d'entreprise, VAE, etc. Donc ici, le conseil en évolution professionnelle, bon, pour le coup, c'est un service qui est gratuit. Voilà, il s'adresse à tous les salariés indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc ça s'inscrit bien dans la loi de 2018 sur le choix
définir son avenir professionnel et de se professionnaliser. Donc, le service, il est gratuit, il est confidentiel, il reste neutre, accessible et impartial. Donc là, c'est vraiment la charte, si vous voulez, enfin la déontologie, pour le coup, qui est applicable à ce conseil en évolution professionnelle. Donc, alors là, il me manque peut-être quelque chose. Excusez-moi, voilà. Alors, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Donc, il vous accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser votre évolution professionnelle, le développement de compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activités, la certification professionnelle et la mobilité interne ou externe. Donc, on a comment, pour le coup, solliciter le conseil en évolution professionnelle. On va avoir un conseil donc individualisé et adapté qui permet d'exprimer sa demande et son besoin, accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation en région ou pas, puisqu'il y a des formations aussi qui peuvent se faire soit à distance, soit dans d'autres régions, si tant est sur sa propre région, il n'y a pas l'équivalence en termes de besoins, l'environnement professionnel, tous les dispositifs de financement susceptibles d'être sollicités. Ensuite, bien évidemment, il y a une trajectoire dans le cadre de la formulation de la demande et de la formalisation, pour le coup, du dossier. Donc, le conseil en évolution professionnelle a à charge, si vous voulez, de co-construire avec vous le parcours de façon à ce que la demande soit, pour le coup, au-delà d'être exprimée, mais aussi être accompagnée au regard de tous les éléments nécessaires et qui sont à fournir. Donc ici, on a accédé à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet. Et en fait, il s'agit ici de co-construire un plan d'action pertinent et d'être accompagné dans sa mise en œuvre. Voilà. Donc, pour ce faire, bien évidemment, il s'agit de prendre un rendez-vous avec un conseiller professionnel. Et puis, vous avez tous les éléments d'information concernant mon CEP, www.cep-cep.org. Voilà, donc il est 14h42, donc nous avons peut-être un quart d'heure pour pouvoir répondre à vos questions. Merci de votre attention. Oui. Oui, alors des questions, il y en a plusieurs, il y en a plein. On peut commencer peut-être par les premières. Oui. Avez-vous un peu de recul pour connaître la dotation moyenne d'une entreprise, si accord collectif pour CPF? Alors, c'est vraiment, alors on ne peut pas avoir vraiment, mesurer véritablement le montant pour la simple et bonne raison, c'est que c'est particulier aux entreprises, au nombre de salariés, à la branche à laquelle il appartient. Voilà, c'est assez particulier, donc on ne peut pas donner finalement de réponse en la matière, c'est un peu au cas par cas. Est-ce que le support sera envoyé en fin de prestation? Oui, volontiers. Alors, comment quitter son emploi sans démissionner afin d'avoir ses droits au chômage, le temps de lancer sa nouvelle activité après avoir effectué la formation dans le cadre du projet de transition pro? Là, il faut essayer plutôt de négocier une rupture conventionnelle avec son employeur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours essayer de démissionner tout en sachant qu'il y a une commission. Au départ, vous n'aurez pas d'indemnité à l'occasion de retour à l'emploi. Au terme des 4 mois écoulés, il y aura à nouveau une commission qui pourra se réunir
et statuer éventuellement sur l'octroi d'indemnités, d'allocations de retour à l'emploi. Alors, ici, bonjour, à part le CPF, quels sont les financements possibles pour une formation pour un TNS dans le cadre d'une reconversion? En fait, il faut, selon que vous soyez libéral, artisan ou commerçant ou agriculteur, voilà, il faut, pour le coup, vous rapprocher du fonds d'action de formation auquel vous cotisez. Ça peut être le FIFPL si on est entrepreneur individuel. Ça peut être les AGFIS si on est commerçant, ça peut être le FAFCA avec un C si on est artisan, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment le fonds d'action de formation qu'il faut solliciter, auquel vous cotisez. Chaque année, bon, il y a un relevé de la somme que vous avez cotisée. Et pour le coup, vous pouvez solliciter ce service. Ensuite, alors, une copie des slides, oui, c'est possible. Je réponds à la question en direct. Alors, je suis retraité salarié. Si je fais une demande à RE pour créer mon activité, peut-elle, même si je touche ma retraite? Alors là, donc du coup, ça va dépendre parce qu'on a des retraités. Donc, il faut valoir, combien même, si vous êtes salarié, il va falloir plutôt se rapprocher de la CARSAT pour avoir le nombre d'annuités, enfin, identifier le nombre d'annuités, de savoir si effectivement vous pouvez être dans le cumul des deux activités. Donc, ça, je ne peux y répondre. C'est mieux de se rapprocher de la CARSAT. Alors, avec les DIF, on pouvait perdre… Bon, je ne sais pas, j'ai perdu. Y a-t-il des fonds pour démarrer en tant que travailleur indépendant? Alors, des fonds, ça dépend sur quel type d'entreprise, selon l'objet social. Donc, il faut regarder effectivement donc, au niveau de BPI, donc la Banque publique d'investissement, selon sa région, quels sont les fonds auxquels vous pouvez souscrire pour devenir travailleur indépendant. En fait, pour devenir un travailleur indépendant, voilà, il faut vraiment aller sur BPI et identifier toutes ces aides-là. Dans le cas d'un PTP, bon, d'accord. Alors, dans le cas d'un PTP, quand le salarié est en formation à temps partiel par rapport à un 35 heures, l'employeur doit le faire travailler en temps partiel. Oui, il doit travailler le restant des heures où il n'est pas censé être en formation. Alors après, on a quoi? Ça c'est fait. Y a-t-il des fonds pour démarrer? Ça c'est fait. Quand Pôle emploi étudie votre dossier pour l'ouverture d'un droit après les 4 mois, quels sont les critères retenus qui permettraient l'accord d'ouverture des droits? C'est surtout la situation personnelle, familiale. Voilà. Alors ensuite, avec les DIF, on pouvait perdre des heures de formation au bout de quelques années car plafonnées. Quelle est la durée du CPF? Donc là, on l'a vu, pour le coup, on a 10 ans. Auparavant, on avait 6 ans et on est passé à 10 ans. Alors, je suis retraité salarié si je fais une demande à RE pour créer… non, là, non, ça, on a déjà répondu. Les slides, on a répondu. Quels sont les financements possibles pour une formation? Ça, j'ai répondu. Comment quitter son emploi sans démissionner afin d'avoir ses droits au chômage le temps de lancer après avoir effectué dans le cadre? Pour ça, j'ai répondu. Bon. Aurions-nous accès à cette présentation en replay? Apparemment, oui. Je pense que les webinaires vont être sur site et vous pouvez à tout moment les regarder. Pouvez-vous poster le support? Oui, il n'y a pas de souci, ça peut être fait. Merci pour cette présentation. Pourrons-nous souhaiter récupérer les slides? Oui, ça c'est possible. Quelle formation pouvons-nous faire pour pouvoir créer le multiservice sans diplôme ni expérience? Alors, il existait auparavant, pour créer alors, une SAS ou SARL, ok. Donc, il y avait le stage de préparation à l'installation au niveau de la Chambre des métiers, puisque de toute façon, le multiservice,
part de son code APE est rattaché donc, au centre de formalité des entreprises de Chambre des métiers. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une formation obligatoire, mais vous pouvez toujours essayer de, voilà, de vous inscrire sur ce type de formation. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Faut-il avoir une idée du métier que je souhaiterais faire avant de rencontrer mon conseiller CEP ou peut-il me proposer un bilan de compétences pour m'aider à y voir plus clair? Oui, généralement, voilà, on peut recevoir la personne, bien évidemment, et ensuite, effectivement, s'il n'y a pas une véritable enfin, identification de type de formation souhaitée, le bilan de compétences, pour le coup, est envisagé avec une identification des différents opérateurs qui interviennent sur les bilans de compétences. Que se passe-t-il si changement de région en cours de route alors qu'on est déjà suivi par un CEP? Doit-on se réinscrire ou y a-t-il un transfert de dossier? Alors, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche parce que, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on a une notification du Transition Pro et de la commission paritaire interrégionale, si l'on se déplace, donc notre dossier nous suit, la prise en charge, quoi qu'il en soit, reste effective. J'ai un contrat CAP avec une couveuse, est-ce que je peux rencontrer un CEP? Alors, le contrat CAP, pour le coup, c'est généralement quelqu'un qui relève plutôt de Pôle emploi et qui n'est pas salarié. Donc, il peut rencontrer un CEP au sein de Pôle emploi. Ensuite, est-ce qu'on peut solliciter les OPCO alors qu'on est toujours attaché à l'entreprise, mais en étant suspendu? Que se passe-t-il si licencié en cours de bilan de compétences? Bon, là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Les OPCO, alors qu'on est toujours attaché en un, mais en étant suspendu. Donc, si c'est une suspension du contrat de travail par rapport bon, à une maladie ou autre, voilà, on peut s'intéresser à son projet professionnel et ensuite, on peut aussi inscrire une demande. Sauf qu'à un moment donné, quand on doit, si c'est pour une formation, une fois que le dossier est passé en commission et accepté, il va falloir reprendre dans l'entreprise et pouvoir partir après en formation. Donc, que se passe-t-il si licencié en cours de bilan de compétences? Ça dépend si le bilan de compétences a été, pour le coup, à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Quoi qu'il en soit, bon, normalement, on mène le bilan de compétences à terme, puisque de toute façon, le financement a été capté par la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, et surtout, l'employeur verse une indemnité légale ou supralégale de rupture conventionnelle. Tous les employeurs n'acceptent pas une rupture à cause de cette indemnité. Oui, ça c'est vrai. Donc, du coup, c'est vrai que le projet de transition professionnelle ou le dispositif démissionnaire peut être, pour le coup, le meilleur des compromis pour, par la suite, pouvoir bénéficier d'indemnités de Pôle emploi. La rupture conventionnelle accorde de l'entreprise alors que l'autre option, non. D'accord, ça, bon, la personne a répondu. Quel est le rôle de l'employeur dans le dispositif démissionnaire? Il n'en a aucun, parce qu'à partir du moment, bon, déjà, on sait très bien que l'instruction du dossier est confidentielle. Voilà, donc on a vu les 5 éléments de la charte, hein, à laquelle chaque conseiller en évolution professionnelle est tenu de respecter. Il va de soi que l'employeur n'a pas connaissance de l'instruction d'un dispositif démissionnaire. Et une fois que la demande est traitée, le salarié, bon, en amont, selon certains, pour le coup, peuvent informer leur employeur et d'autres pas. Voilà. Mais l'employeur n'a aucun rôle dans le dispositif démissionnaire. Quel est l'intérêt du dispositif par rapport à une rupture conventionnelle? Alors, honnêtement, si vous bénéficiez d'une rupture conventionnelle, donc pour le coup, vous allez vous inscrire à Pôle emploi et pour le coup, vous allez avoir des allocations de retour à l'emploi. Sauf que si vous bénéficiez du dispositif démissionnaire, effectivement, vous allez démissionner, aller à Pôle emploi et bénéficier des allocations de retour à l'emploi du même montant, en l'occurrence 70% de votre salaire net. Alors, il n'existe aucune solution pour une prise en charge de sa formation par transition pro au-delà d'1 an.
Non, alors justement, enfin, il y a des métiers, notamment en tension, pour lesquels il peut y avoir des dérogations et c'est traité au cas par cas, région par région. Donc, on sait que sur les métiers du sanitaire, y compris sur, pour le coup, les personnes qui veulent effectivement qui ont passé le concours d'infirmier, qui l'ont réussi, etc. Donc, se poser la question de la rétribution sur les 3 ans et demi du cursus. Et il semblerait qu'à ce niveau-là, selon les régions, il y a effectivement des abondements et pour le coup des prises en charge de rétribution des stagiaires pour le coup de l'IFSI. Dans le cas d'un PTP, quand le salarié est en formation à temps partiel, bon, ça j'ai déjà répondu. Ensuite, merci pour votre réponse. Mais qu'est-ce que le mot prévention implique exactement? C'est lié au risque de pénibilité en entreprise. Si on est un mécanicien auto, on a forcément un compte personnel de prévention lié aux risques psychosociaux, au lien avec l'utilisation et l'exploitation de machines, etc. Voilà, donc ça c'est OK. Le CPF pour les fonctionnaires continue à être alimenté en heures, oui, effectivement. Le CPF a-t-il une durée de validité? Faut-il faire des organismes à créer pour les formations? Alors, il a une durée de validité. Bon, on voit que de toute façon, on peut aller en gros jusqu'à 10 ans aujourd'hui. Ensuite, alors, concernant les organismes de formation, effectivement, à minima, il faut qu'ils soient datadockés ou qu'ils soient, pour le coup, qu'ils aient désormais le label Calliope. Alors, pouvez-vous m'envoyer le support par mail? Oui, ça, je pense que c'est possible. Les points du C2P sont monétisés sur le CPF du salarié. Alors, chaque année, vous devez recevoir une attestation et sur laquelle figure le montant du C2P et ensuite le télécharger sur votre application si ce n'est pas fait, l'application de mon compte personnel de formation. Comment les droits correctifs se mettent sur le CPF quand faute de l'employeur, par exemple par manque d'entretien individuel automatique? Ah oui, alors c'est juste qu'il faut un rappel à la loi par rapport aux carences identifiées et de faire en sorte d'avoir d'un employeur, d'avoir pour le coup un entretien professionnel, à défaut de voir avec lui si effectivement on peut abonder ce droit correctif. Donc, comment les droits se mettent sur le CPF quand faute de l'emploi par manque d'entretien individuel? En fait, il faut absolument avoir un entretien, soit avec la DRH, soit avec le chef d'entreprise, pour effectivement qu'il y ait cette prise en charge. Le PROA, aucune limite d'âge, une personne de 50 ans, CDI peut le solliciter. Alors, le PROA, je crois non, je ne pense pas qu'il y ait pour le coup... non, je ne pense pas qu'il y ait de limite d'âge. C'est juste par rapport à un salarié dont l'emploi serait menacé ou le niveau de qualification insuffisant lui permettre de se professionnaliser. La transition collective, il faut être salarié de ce dispositif est à l'initiative de l'employeur. Alors, il peut être à l'initiative de l'employeur et du salarié. Il peut transiter par une directe ou faire appel à donc le cabinet qui est identifié en qualité de conseiller en évolution professionnelle pour faire une gestion des emplois professionnels en entreprise et identifier le besoin de formation. Est-ce qu'un chômeur peut accéder à ce financement Transco? Non, ça c'est pas possible. Pourriez-vous m'indiquer si l'entreprise reçoit une facture lorsqu'elle effectue une dotation volontaire sur l'EDEF? Alors, il y a un document, pour le coup, PDF téléchargé qui valide effectivement la dotation volontaire. Donc, il y a une contractualisation de cette dotation. Par mail et par... voilà. Retrouvez le PDF pour la dotation volontaire de l'entreprise. De toute façon, si la demande est effective pour le coup, automatiquement, il y a la réception du document.
Le support nous sera-t-il envoyé? OK. Gisèle répond à vos questions. OK. Avez-vous un peu de recul pour connaître la dotation moyenne des entreprises? C'est accord collectif pour CPF. Non, je pense qu'il faut vraiment, pour le coup, se rapprocher de l'entreprise ou de l'expert comptable ou de la branche, voilà. Ou de l'OPCO pour, voilà. Puisque l'OPCO, on a vu tout à l'heure, a quand même une mission de conseil. Donc, c'est peut-être mieux de s'intéresser enfin, de traiter directement avec l'OPCO ou l'expert comptable. Voilà, donc Samuel, qu'est-ce que je termine le webinaire? Voilà, donc le webinaire va prendre fin. On vous remercie de votre attention et des différentes questions posées en la matière. Et on va tenter de vous adresser aux uns et aux autres le PowerPoint. Tout en sachant, je crois qu'il est quand même, il va certainement être inséré dans le cadre de ces semaines de l'évolution professionnelle. Merci beaucoup. Au revoir.